vous remercie beaucoup, c'était absolument passionnant. C'était un peu une histoire un peu génocidaire quand même, puisque il semblerait qu'on ait aussi réduit la biodiversité du genre Homo de façon relativement sauvage, si j'ai bien compris, enfin sauvage. La façon, on ne sait pas, je crois. Mais en tout cas, il ne reste plus d'autres espèces que dans le genre Homo. Heureusement, hein. Non, vous croyez pas? J'en sais rien. Là, j'ai vraiment pas d'opinion. C'est déjà assez compliqué comme ça, hein. Ok, est-ce que il y a des questions? Oui. Attends, je vais te donner un... C'est bon, Philippe. Ah, merci. Oui, au début de l'exposé, vous avez évoqué vous êtes revenu un peu à la fin là-dessus aussi, sur un caractère commun aux humains, qui est la solidarité. Oui. Est-ce que c'est prouvé? Parce qu'en science, normalement, il y a toujours la réfutabilité. Est-ce qu'on peut prouver que les autres organismes n'ont pas cette solidarité? Alors, vous savez, la réalité est toujours plus compliquée que ce qu'on aimerait. Et donc, il n'y a pas une réponse par oui ou par non. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a fait énormément d'expériences, en particulier chez les grands singes, pour essayer de voir jusqu'où pouvait aller le niveau d'entraide, si je peux dire. Et donc, il y a énormément d'expériences où on met des... En particulier, on a fait ça avec des chimpanzés, mais on fait ça avec d'autres grands singes. Et puis, on fait ça avec des enfants aussi, de différents âges. Et on essaie de voir si eh bien, ils sont capables de développer des formes d'altruisme. Je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut utiliser, mais en tout cas de s'entraider. Alors, c'est clair que ça existe chez les grands singes, par exemple, mais ça existe à un niveau qui est embryonnaire par rapport à ce qu'on connaît même chez les enfants, et notamment dès qu'il y a de la nourriture en jeu. Là, ça devient vraiment très difficile pour eux, hein. Donc, les gamins sont assez vite capables de comprendre que s'ils jouent finement et s'ils collaborent entre eux, ils peuvent avoir plus de bonbons. Les chimpanzés, s'ils peuvent avoir une banane tout de suite, ils l'ont. Donc ça c'est assez net. Ce qui est particulier aux hommes, si vous voulez, c'est que... Enfin, ça nous entraînerait très loin, hein, cette discussion, mais disons que les sociétés humaines ont une façon très particulière de produire des enfants et de les élever jusqu'à l'âge adulte. On a des enfants qui nous coûtent cher et qui mettent très longtemps à devenir adultes. Et ça n'est possible que grâce à une collaboration des adultes entre eux. C'est-à-dire qu'une mère seule... dans la nature, une mère toute seule ne pourrait pas élever toute seule un enfant. C'est d'ailleurs pour ça que chez les hommes, le sevrage est beaucoup plus précoce que chez les grands singes. Et on a un sevrage précoce, pourquoi? Parce que dès qu'un bébé est sevré, eh bien, d'autres adultes peuvent contribuer à sa croissance, puisqu'il peut se nourrir avec de la nourriture solide, hein. Et donc les sociétés humaines sont des sociétés de distribution, de redistribution de l'énergie. Enfin, c'est de l'alimentation essentiellement. Et ça a été très étudié. C'est-à-dire que chez les chasseurs-cueilleurs, en gros, quand un chasseur ramène du gibier auprès du groupe, eh bien, c'est pas pour lui, quoi. C'est pour tout le monde. Et il y a souvent des règles de distribution qui sont assez compliquées et qui font qu'il y a une redistribution de la nourriture. Chez les chimpanzés chassent. Ils chassent des petits singes, des petits animaux. En gros, ceux qui mangent la viande, c'est ceux qui l'attrapent. Et là, le partage, la distribution se fait de façon très marginale. On peut illustrer ça aussi d'une autre façon. Si vous prenez un petit chimpanzé et que vous regardez l'énergie qu'il consomme, bon, encore une fois, on parle de calories, de nourriture, hein, l'énergie qu'il consomme comparée à l'énergie qu'il extrait de l'environnement tout au long de sa vie.
eh bien, sont deux courbes qui sont pratiquement superposées l'une à l'autre. C'est-à-dire que dès qu'il est sevré, il va trouver de la nourriture autour de lui, il va la consommer, et c'est la nourriture dont il a besoin, lui. D'accord ? Si vous faites la même courbe pour des groupes humains, en particulier des groupes de chasseurs-cueilleurs, eh bien, ces deux courbes sont complètement différentes. C'est-à-dire qu'entre la naissance et puis, disons, la préadolescence, les individus sont bénéficiaires nets. Ils produisent beaucoup moins d'énergie que ce qu'ils consomment. Et à partir de l'adolescence, ils vont se mettre à extraire beaucoup plus d'énergie de l'environnement que ce dont ils ont besoin. Donc chez des adultes, chez des chasseurs-cueilleurs, les individus extraient à peu près 2 fois plus d'énergie que ce dont ils ont besoin, eux. Et cette énergie, elle est redistribuée vers les plus jeunes et les plus vieux. Et donc ça donne deux courbes qui sont complètement différentes. Donc ça, je pense que c'est ce qui illustre le mieux la différence entre les hommes et puis d'autres primates. Ça, c'est toujours vrai pour les êtres qui sont proches de nous. Mais quand on regarde les fourmis, les abeilles, c'est pas de la solidarité, c'est quoi ça ? Je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment de la solidarité, parce que les abeilles ou les fourmis, elles fonctionnent comme des sortes de méga-organismes, si je peux dire. Hein. Donc les insectes sociaux, ils se... Enfin, il y a une division qui est même biologique du travail dans les fourmilières, dans les ruches. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment rapprocher ça de ce que nous, on appelle l'altruisme. C'est-à-dire ce qui fait que vous allez aider une vieille femme à traverser la route, même si vous ne la connaissez pas. Je ne pense pas que les fourmis aident les vieilles fourmis. Hein, Je pense qu'une des réponses qu'on pourrait donner à ça, c'est que c'est probablement beaucoup plus directement génétique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de proximité entre l'effet et les gènes dans ce cas-là, que si nous, on a des gènes de solidarité ou de sociabilité, etc., mais qui sont exprimés, je dirais, assez loin réellement de l'effet direct du gène. C'est probablement pas très clair. C'est-à-dire que chez l'homme, cette construction de réseau, cette solidarité, elle s'appuie beaucoup sur des traits qui sont des traits culturels, en fait. C'est-à-dire quand je dis on aide la vieille femme qui traverse, etc., oui, mais on l'aide surtout si elle parle la même langue que nous, elle appartient à la même société que nous. Donc c'est vrai que chez les êtres humains, il y a quand même ces marqueurs sociaux qui jouent beaucoup dans la cohésion des groupes humains. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, moi j'ai une question. Pardon, Eric. Ah non, derrière. Oui, merci beaucoup, c'était très intéressant. J'ai une question peut-être très, très, très naïve. J'ai compris, vous parliez d'ADN cellulaire, d'ADN mitochondrial. La mitochondrie, c'est une composante de la cellule, donc je suppose que vous le trouvez dans des tissus. Est-ce que vous pouvez me préciser dans quel type de tissu vous retrouvez ? Alors, en fait, ce n'est pas l'ADN cellulaire, c'est l'ADN nucléaire. Hein. Pardon, excusez-moi, j'ai dit cellulaire, mais je pensais... Non, c'est nucléaire. Moi. Oui. C'est moi. J'ai dit donc, cellulaire, en gros, pour dire les choses très, très simplement, dans les cellules, toutes nos cellules, il y a un noyau, et dans ce noyau, il y a deux copies de notre ADN, hein, c'est-à-dire tout ce qui sert à notre construction, à notre fonctionnement. C'est un peu la bibliothèque avec toutes les recettes de cuisine pour fabriquer toutes nos protéines, etc. Donc ça, c'est dans les noyaux. Et au cours de la reproduction, c'est ce qui se recombine dans une reproduction sexuée entre le père et la mère. Et donc, cette nouvelle combinaison donne naissance à un être nouveau qui est différent du père et de la mère. À côté de ça, et indépendamment de ça, on a, non pas dans les noyaux des cellules, mais dans le cytoplasme, c'est-à-dire ce qu'il y a autour du noyau, dans la cellule, il y a des petits organismes qu'on appelle les mitochondries, qui ressemblent un peu à des bactéries, si vous voulez.
D'ailleurs, on pense que c'est probablement des bactéries, en fait, qui ont été, si je peux dire, capturées par nos cellules, enfin pas les nôtres, celles d'organismes beaucoup plus primitifs que nôtres. Et ces bactéries qui vivaient un peu comme des parasites dans le cytoplasme des cellules, eh bien, elles se sont trouvées être extrêmement intéressantes pour la cellule elle-même parce qu'elles participent au mécanisme de production d'énergie par la cellule. Et comme ce sont d'anciennes bactéries, eh bien, ces anciennes bactéries, elles avaient, elles, leur ADN aussi. Et cet ADN, il existe toujours dans ces mitochondries. Donc, dans notre ADN, on a, si je peux dire, 2 ADN, le nôtre et celui de ces anciennes bactéries. Alors, le nôtre, celui des chromosomes, c'est celui qui se recombine au moment des reproductions, etc. Bon, c'est assez compliqué. Celui des bactéries, les bactéries, elles se reproduisaient par division. Là, c'est un petit peu pareil. Cet ADN mitochondrial, en fait, il traîne, si je peux dire, dans les ovules et pas dans les spermatozoïdes. Et c'est pour ça qu'il se transmet d'une génération à l'autre sans recombinaison et que par les mères à leurs enfants. Et ensuite, ces mitochondries, elles se multiplient voilà, elles ont, si je peux dire, leur propre ADN. Donc, ce sont 2 formes d'ADN quand même assez différentes. Alors, le premier ADN, c'est un ADN qui est... alors, c'est 3,5 milliards de paires de bases, c'est un truc énorme. L'ADN des mitochondries, c'est un ADN très très simple. Je crois que c'est 20 000 paires de bases, quelque chose comme ça. Entre 15 et 20. Entre 15 et 20, 16, oui, voilà. Donc c'est beaucoup plus simple. C'est un ADN qui forme un anneau. Voilà. Alors, ce qui est bien avec l'ADN mitochondrial, c'est que donc il ne se recombine pas. Donc c'est facile de faire de la phylogénie, de comprendre comment il évolue et puis comment les lignées se branchent les unes sur les autres. Pas la peine de faire de la bioinformatique très compliquée. Et puis ensuite, je vous disais, l'ADN nucléaire, dans le fond, dans chaque cellule, il n'y en a pas tant que ça finalement. Tandis que l'ADN mitochondrial, il y en a des centaines de copies dans chaque cellule. Donc quand on prend un bout d'os et qu'on essaie d'extraire de l'ADN fossile, il y a beaucoup plus de chances qu'on extrait de l'ADN mitochondrial que de l'ADN nucléaire. Voilà. Parfait, merci. Parce qu'en fait, vous avez des cellules dans l'os. Oui. Vous pouvez passer le micro. Vas-y, Eric, et puis après le micro derrière. D'accord, merci. Einstein disait, merci pour la présentation qui était extraordinaire. Einstein disait qu'il a vu des problématiques pour avancer dans sa recherche du fait qu'il avait un faible niveau en mathématiques, ce qui était tout relatif. Comment fait-on, au regard de tout ce que vous nous avez présenté ce soir, pour devenir paléoanthropologue ? Ça paraît gigantesque. Bon, ma réponse, ça serait, c'est une réponse assez simple. Je pense que les paléoanthropologues, ils sont comme les autres chercheurs. Je parlais tout à l'heure d'espèces en devenir, pour parler des Néandertaliens et des sapiens. Être chercheur, c'est apprendre, en fait. C'est-à-dire, c'est pas. Il faut bien comprendre que la recherche, ça consiste pas à apprendre une technique, à se former, et puis ensuite à la mettre en œuvre. Enfin, parfois c'est ça, mais c'est un peu triste. Mais non, ça consiste à constamment apprendre des choses nouvelles. Et Dieu sait qu'il y en a des choses nouvelles à apprendre tous les jours. Et donc de voir, surtout dans des champs disciplinaires qui ne sont pas forcément son propre champ disciplinaire, émerger des techniques ou des approches dont on se rend compte que ils ou elles peuvent, dans le fond, changer un petit peu la donne si on arrive à mêler ces approches différentes. Typiquement, c'est ce qui est arrivé en paléoanthropologie avec la paléogénétique. Donc au départ, la génétique, c'était un truc qui n'avait rien à voir avec la paléontologie. Les gens faisaient de la génétique sur les formes vivantes. Alors, ils faisaient des arbres aussi, d'ailleurs. Mais dans le fond, il y avait un divorce complet entre paléontologues et puis généticiens. D'ailleurs, ils se chamaillaient tout le temps. Ils n'étaient pas d'accord sur l'âge de divergence de telle et telle espèce, etc.
Mais maintenant, on voit bien que c'est important d'avoir des données qui viennent de tous ces champs disciplinaires. Alors moi, je ne suis pas un généticien, hein, mais voilà, j'essaie de me maintenir à niveau sur ce qui se fait en paléogénétique. Et puis surtout, je travaille avec des paléogénéticiens, donc moi je vais leur apporter du matériel en leur disant regarde là-dedans, est-ce que tu n'aurais pas moyen de voir ci ou ça? Et les généticiens, ils sont très contents qu'on vienne les voir avec des questions et avec du matériel pour répondre aux questions. Donc c'est un effort collectif, mais c'est vrai que c'est important de garder les yeux ouverts sur ce qui se passe autour. Donc moi au départ j'étais géologue, paléontologue, mais je me suis toujours intéressé à l'aspect aussi culturel, comportement, archéologie, etc. Et puis après, voilà, j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui faisaient des choses complètement différentes, comme les gens de mon institut qui font de la paléogénétique. Ce qui est assez à la fois intéressant et complexe avec l'homme, c'est que, en particulier quand on s'intéresse au processus d'évolution au cours des derniers 2-3 millions d'années, c'est ce que je raconte tout le temps, c'est même le thème de ma leçon inaugurale au collège en 2014, c'est que c'est un phénomène bioculturel. C'est-à-dire que l'évolution de l'homme, on peut la comprendre que si on comprend que c'est une interaction entre le biologique et le culturel constamment. Et d'ailleurs, il y a des tas d'aspects de l'évolution humaine qu'on a un peu de mal à ranger du côté biologique ou du côté culturel. Je parlais tout à l'heure du sevrage. Le sevrage, oui, alors c'est biologique, mais parce qu'il y a des mécanismes du sevrage. Hein. C'est-à-dire le sevrage, c'est pas juste parce qu'on dit tiens, on va arrêter de lui donner du lait, il y en a marre. C'est aussi parce que à un moment donné, l'enfant lui-même, enfin en tout cas, je dis l'enfant, je fais une erreur parce que je parle des mammifères non humains. Dans les mammifères non humains, le petit, il a envie de manger autre chose. Et la mère a moins envie de l'allaiter. Il y a tout un mécanisme qui permet cette séparation. Et justement, là, on est vraiment dans des... Enfin, je dis chez les mammifères non humains, parce que chez les hommes, c'est compliqué, puisque nous, on a développé des mutations pour continuer à boire du lait, même après qu'on soit sevré. Enfin, bon, c'est un autre sujet. Mais c'est typiquement un trait dont on voit qu'il y a une composante culturelle importante aussi, parce que d'une société à l'autre, ça va varier. Vous voyez, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur le fait de sevrer très tôt les enfants, ça permettait à la mère de partager le fardeau énergétique avec d'autres adultes. Il y a des gens qui ont fait des statistiques toutes bêtes. Hein. Ils sont allés regarder dans des populations de chasseurs-cueilleurs quelle était la contribution des hommes à la nourriture des enfants. En gros, combien ils rapportaient de nourriture, etc. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un lien entre ça et l'intervalle entre les naissances dans ces populations-là. C'est-à-dire que plus les hommes contribuent et plus l'intervalle entre les naissances il se rétrécit. Parce que les femmes peuvent passer à autre chose, si je peux dire, avoir d'autres enfants. D'ailleurs, ce dit en passant, c'est un peu vertigineux, parce que si vous réfléchissez à ça, vous verrez que en termes démographiques, en termes d'évolution des populations, les groupes, dans le fond, où cette circulation de l'énergie et ce partage, ces réseaux de partage sont les plus efficaces, ce sont ceux qui vont avoir la démographie la plus forte. En tout cas, dans des sociétés traditionnelles. Alors maintenant, les sociétés modernes, c'est une autre histoire. Mais, excusez-moi, juste pour rebondir là-dessus, mais il y a aussi un autre effet de la culture sur les gènes. Moi, j'en ai un exemple qui est dans mes sujets de recherche, c'est les protéines qui permettent de se débarrasser des toxiques, des toxiques alimentaires, j'entends, sont beaucoup moins efficaces. Enfin, il y en a beaucoup moins, ils sont beaucoup moins efficaces que chez la plupart des animaux.
Parce que simplement, on a appris que le champignon rouge avec des petits points blancs, c'était pas bon à manger. On a appris qu'il fallait faire cuire des choses, etc. Et que ça s'est transmis de façon culturelle. Et on voit au bout d'un certain nombre, de centaines de milliers ou peut-être de millions d'années, je ne sais pas, mais qu'on a peu de ces enzymes-là. On a diminué nos défenses parce qu'on n'en avait plus besoin, en fait. Et enfin, j'en parlais tout à l'heure, dans des pays où, par contre, ils n'ont pas la possibilité de manger autre chose que ce qu'il y a, on s'aperçoit que dans ces populations, on a aussi un peu plus de ces protéines. Donc, il y a un effet, donc la culture qui nous a permis de comprendre qu'il fallait mieux manger ça que ça, ou qu'il fallait faire attention aux champignons qui étaient comme ci et comme ça, fait que ça a un retentissement et on n'utilise plus des gènes dont on n'a plus besoin. Enfin, c'est une hypothèse, hein, c'est difficile à démontrer. Pour continuer sur le thème du lait... de ce que je connais. Non, mais c'est un exemple que je donne toujours parce que souvent on me dit oui, mais alors est-ce que l'évolution ça continue, est-ce que ça s'est arrêté, etc. Bon, donc je reprends mon histoire de sevrage. Donc chez les mammifères non humains, en gros, il y a des mécanismes qui forcent le sevrage du côté de la mère et du côté du petit. Chez les hommes, bon, il y a aussi un sevrage, et je vous ai dit, ce sevrage, il est beaucoup plus tôt que chez les grands singes. Pourquoi ? Parce qu'on a un cerveau beaucoup plus gros, qui consomme énormément d'énergie. Donc, en gros, avant que ce cerveau devienne trop gros, il faut que la mère trouve moyen d'arrêter d'allaiter pour que d'autres nourrissent l'enfant. D'accord ? Donc, sevrage dans les sociétés traditionnelles, 2 ans et demi par là. Enfin, c'est un processus, hein, c'est pas un moment fixe, mais on parle de 2 ans et demi par là, 3 ans pour la fin du sevrage. Chez les chimpanzés, c'est plutôt 4 ans, 4 ans et demi. Chez les orans, 6 ans. 6 ans. Hein. Vous voyez, il y a des différences. Alors, maintenant, chez les hommes, ce qui s'est passé, c'est que, et ça c'est une histoire complètement différente, mais les hommes, à un moment donné, ils ont inventé l'agriculture. Donc ils ont eu des animaux domestiques. Donc c'était plus seulement le lait des femmes, c'était le lait des vaches, hein, des chèvres, des brebis qui étaient consommables. Là, dans les populations agricoles anciennes qui ont du bétail, on voit des mutations apparaître qui vont être fixées par la sélection naturelle. Pourquoi ? Parce qu'elles permettent, bien qu'on soit sevré, de continuer à pouvoir digérer le lait. Donc on n'a plus ce rejet du lait qu'on devrait avoir. Et donc, ce n'est pas vrai dans toutes les régions du monde aujourd'hui, mais disons en Europe du Nord-Ouest, 80% des gens, ils peuvent boire du lait, manger du fromage, au contraire, ils aiment ça. Et pourquoi ? Parce que, si on remonte il y a 5000 ans, dans des populations d'agriculteurs très, très anciennes, c'était un avantage évidemment d'avoir cette possibilité de digestion du lait. Donc dès que cette mutation est apparue, elle a été sélectionnée positivement et elle a été fixée dans des tas d'individus. Mais vous voyez, ça c'est l'exemple type où un changement économique provoque une modification du génome. Alors, est-ce que c'est de la culture ou est-ce que c'est de la biologie ? C'est de la biologie si on veut, mais c'est de la biologie qui est conditionnée par un choix économique, un choix culturel. Après tout, ils auraient pu ne pas élever du bétail, faire autre chose. Hein. Et d'ailleurs, il y a des populations actuelles qui n'ont pas cette histoire agricole ancienne où la persistance de la lactase n'existe pas. Hein, eux, ils sont sur le schéma ancien. Et d'ailleurs, c'est même intéressant parce que comment ils peuvent avoir l'idée de se dire qu'ils vont couvrir de lait alors qu'a priori, ils n'ont pas l'envie de faire. Ah non, mais ils n'ont pas l'idée. Ils ont faim, ils mangent ce qu'ils peuvent. Ça, je crois. Et c'est pas. Oui, d'accord, mais voilà. Donc il y a des enfants qui meurent, et puis il y en a qui ne meurent pas parce que eux, ils ont la mutation qui est la bonne. Donc c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire, c'est pas personne n'a d'idée. Hein, c'est juste que voilà. Et il y a des exemples. Philippe connaît ça peut-être encore mieux que moi, mais il y a des exemples, par exemple en Afrique, où on a
des maladies qui sont apparues à cause de l'agriculture, probablement, parce que l'homme a altéré l'environnement. Voilà, il y a des moustiques, des parasites qui ont trouvé des milieux qui n'existaient pas forcément avant. Et alors, du coup, le génome de ces populations-là lui-même s'est trouvé modifié parce qu'il y a des mutations qui sont apparues qui ont donné à certains la résistance à certaines maladies. Donc, vous voyez, c'est compliqué parce que c'est vraiment là des changements de comportement économique qui entraînent finalement des effets, sur la pathologie qui eux-mêmes vont induire par le biais de la sélection naturelle des modifications du génome dans ces populations-là. Mais tout ça, tout ce que je viens de vous raconter, sont des choses quand même qui sont produites dans des profondeurs de temps très récentes. D'accord ? Donc c'est juste pour vous dire que l'évolution, surtout tout ce qui tourne autour de la nourriture, de la maladie et de la reproduction, ça donne une prise très forte à la sélection. Parce que la nourriture, voilà, si vous ne pouvez pas manger, il y a des chances que vous n'ayez pas beaucoup d'enfants. Si vous êtes malade et que vous mourrez, c'est pareil. Et puis alors tout ce qui tourne à la reproduction, à la fécondité, etc., on comprend bien aussi que ça a un effet direct sur la sélection naturelle. Oui, bonsoir. Merci beaucoup, c'est passionnant. Alors moi, je change complètement de contexte. J'ai lu, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, que dans le cadre du Covid-19, en Afrique, ils ont moins de risques de développer des formes graves parce qu'ils ont moins de gènes de Néandertal qu'en Europe. Oui, alors ça, on a lu ça dans certains textes scientifiques pour autant. Oui, non. Alors, il y a un petit bout d'ADN. Vous savez, il faut bien comprendre une chose, c'est que je vous ai parlé de sélection là toute la soirée. Donc, en gros, vous pourriez vous dire, voilà, il y a des bouts d'ADN qui sont bons et il y a des bouts d'ADN qui ne sont pas bons. Hein, d'accord ? Donc, si on a les pas bons, on a moins d'enfants, ou on meurt, ou on n'a pas d'enfants, donc ils vont être éliminés. Puis si on a les bons, là, c'est bon. Bon. Alors, en fait, en réalité, il n'y a pas de bons gènes et de mauvais gènes. Il y a seulement d'ailleurs, dans le génome, il n'y a pas que des gènes. Mais enfin, c'est un autre sujet. Mais il y a des parties de notre ADN qui vont avoir, disons, qui vont être favorables ou défavorables en fonction de l'environnement. D'accord ? Et donc, l'histoire du génome est remplie d'exemples où quelque chose qui était intéressant à avoir autrefois, eh bien, aujourd'hui, a des effets assez désastreux. Et réciproquement, des choses qui pouvaient être problématiques à un moment donné ont été conservées et puis finalement se révèlent salvatrices plus tard. Et c'est même d'autant plus compliqué que quand je dis l'environnement, c'est aussi le génome lui-même qui est l'environnement du génome. Hein. Et donc il y a des combinaisons qui, encore une fois, peuvent se... C'est tout le problème des maladies génétiques, c'est-à-dire que il y a des maladies... Enfin, il y a des maladies génétiques qui ne sont pas provoquées par des mutations, ce que les généticiens appellent de novo, c'est-à-dire quelque chose qui apparaît, voilà, un enfant qui a une mutation nouvelle, il a une maladie, bon, ça existe, ça. Mais il y a aussi des maladies génétiques qui sont des maladies génétiques qui ont une longue histoire dans certaines familles, etc. Et pourquoi ? On pourrait se dire, si ça donne des maladies génétiques, ça fait longtemps que ça aurait dû disparaître. Hein. Non, ça n'a pas disparu. Pourquoi ? Parce que parfois, quand on est homozygote pour ce gène-là, c'est-à-dire quand on a deux versions identiques d'un gène, eh bien, effectivement, on va développer une maladie qui peut être assez même handicapante. Mais si on est hétérozygote, c'est-à-dire qu'on a une seule version d'un gène et l'autre copie qui est différente, là, on va avoir une résistance contre quelque chose. Et donc, l'évolution, la sélection, c'est toujours une espèce de balance entre, dans le fond, ce qui est le moins mauvais et le meilleur. Hein. Et donc, il y a toujours cette espèce de compromis qu'il faut faire avec la réalité. Et donc, il y a des bouts d'ADN néandertalien qui sont restés dans notre génome, soit par hasard, parce que
j'allais dire, ils ont échappé à la sélection parce qu'ils servaient à rien, mais qui provoquaient pas non plus de problèmes particuliers, et qui, à l'occasion d'une épidémie comme la Covid-19, on se rend compte tout d'un coup que les gens qui sont porteurs de ce bout-là, ils ont plus de chances d'attraper la Covid. Mais dans un monde où il n'y a pas de Covid-19, c'est pas un problème de l'avoir, ce truc-là. Et peut-être même que c'est bien, d'ailleurs, parce que peut-être que par ailleurs, ça procure un autre avantage. Ou ça a procuré un avantage il y a 20 000 ans, quand on mangeait du renne à tous les repas. D'accord ? Et donc là, c'est typique. Alors, pour revenir à votre question, effectivement, il y a un bout d'ADN néandertalien dont on sait qu'il crée un risque supplémentaire. Alors, à ma connaissance, il faudrait que je me replonge dans l'article original, mais c'est quand même pas, on ne parle pas de 80%, 20%. Hein, c'est un risque supplémentaire, mais de toute façon, il y a tellement de trucs qui provoquent un risque supplémentaire de claquer de la Covid-19 que c'est l'accumulation de tous ces trucs-là qui fait qu'il y a des gens qui se retrouvent à l'hôpital. Hein, et je ne pense pas qu'il suffit d'être africain pour passer au travers. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a malheureusement, sans aller en Afrique, mais juste en France, dans la banlieue parisienne, il y a eu pas mal de victimes qui étaient d'origine africaine de la Covid-19 hein, dans les hôpitaux. Mais en dehors de l'histoire du petit bout d'ADN néandertalien, elles avaient d'autres problèmes. Hein. Mais il semble, enfin, moi j'ai lu un article qui est paru dans Science il y a 5-6 ans qui disait que certains gènes néandertaliens étaient des gènes de prédisposition au diabète, par exemple. Oui, mais ce qui paraît logique. Hein. Mais c'est typique, si vous voulez. Bon, je vais vous donner un autre exemple, loin des néandertaliens, mais qui va vous illustrer ce propos. Dans le Pacifique, on a des populations, je parle de populations actuelles, hein, récentes, donc des gens locaux à Tahiti ou ailleurs, qui ont des caractéristiques physiques assez particulières. Il y a une propension à l'obésité, des gars qui sont très costauds, très massifs, avec parfois une propension à faire... Diabète de type 2. Voilà, du diabète, des choses comme ça. Et donc on se dit, mince, c'est terrible, pourquoi ils ont ça ? Je vais vous dire, si vous partez sur une pirogue, et que c'est une pirogue non couverte, et que vous avez 2000 km de mer à traverser à la pagaie, eh bien, ceux qui ont toutes ces... ce paysage génétique qui nous paraît à nous aujourd'hui problématique, c'est eux qui ont survécu. Et les autres, ils n'ont pas survécu. Voilà. Ils ont des stocks de graisse qui leur donnent de l'énergie voilà. pendant un certain temps. Et donc, il y a tout un bouquin comme ça qui s'appelle The People of the Great Ocean, le peuple du grand océan, qui décrit très bien ça. Donc il y a eu, alors je crois que ça s'est révélé, ça a été, falsifié, comment on dit en anglais, ça a été réfuté, mais il y a eu des histoires comme ça aussi à propos des Américains d'origine africaine, donc d'anciens, en fait des descendants d'esclaves, où pendant un moment on s'est demandé si justement la propension au diabète, aux maladies cardiaques, etc., qui avait une prévalence très forte chez les Noirs américains, était pas liée à une sélection naturelle qui avait eu lieu sur les bateaux négriers, où dans le fond, il y avait beaucoup de gens qui mouraient pendant les traversées, et donc des choses qui peuvent être problématiques quand on est surnourri, eh bien, quand vous êtes dans des situations de manque total, peuvent vous sauver la vie. Donc c'est typiquement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire il n'y a pas de bons gènes et de mauvais gènes. Tout dépend de là où on se trouve et quand. Et en fait, ces gènes, c'est pour ça que je parlais d'hier, en fait, ces gènes-là, on comprend pourquoi ils prédisposent au diabète de type 2, parce que nous, on n'est pas nourris une fois quand on peut. Nous, en gros, on mange la plupart du temps 3 fois par jour et de façon régulière, alors que eux, c'était des gènes d'adaptation au jeûne qui leur permettaient probablement de rester 2 jours, 3 jours, 1 semaine sans manger du tout. Et comme nous, on n'est plus dans cette situation-là, je dirais heureusement, à l'inverse, nos gènes sont moins bien adaptés à cette situation. Oui.
Voilà, d'accord. Oui, donc vous avez présenté tout à l'heure l'impact de l'ADN de Néandertal sur de l'ADN sapiens ancien, Ouais. deux exemples. Est-ce qu'on a pu faire, à contrario, la même chose dans l'autre sens? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a pris des Néandertaliens récents, au sud de l'Espagne ou ailleurs, Ouais. et est-ce qu'on a pu avoir séquencer leur génome et voir l'impact de l'ADN sapiens dans ce génome? Non, c'est une très bonne question, et la réponse c'est que on l'a pas, ça. C'est-à-dire que on n'a pas de Néandertalien qui ait un peu d'ADN de sapiens. Parce qu'on n'a pas pu analyser des Néandertaliens récents ou parce que... Alors, moi, personnellement, je pense que c'est un problème d'échantillonnage. C'est-à-dire on n'a pas... si vous voulez, des hommes modernes, on en a plein. D'accord? Donc, voilà, on prend de l'ADN de n'importe qui, on cherche, on trouve. On va trouver de l'ADN néandertalien. Et on a le génome des Néandertaliens, donc j'allais dire, enfin, c'est facile. Oui, c'est facile, on peut trouver ça. Bon, alors le problème de l'autre, de l'introgression en sens inverse, c'est qu'il faut trouver des Néandertaliens post-contact, mais pas post-contact à 3000 km de l'endroit où mes sapiens bulgares vivent. Non, post-contact, mais à côté, pas loin. En tout cas, des gens dont il y a une probabilité que leurs ancêtres aient été hybridés. Alors, on n'en a pas beaucoup, et c'est peut-être pour ça qu'on ne l'a pas trouvé. Alors après, il y a peut-être aussi d'autres explications. Il y a peut-être d'autres explications qui sont liées au comportement relatif de ces deux groupes, aussi de ce qui arrivait aux hybrides. Donc ça, bon, je vous ai parlé de la stérilité relative des mâles, hybrides, etc. Et puis on a quand même un paysage où alors, probablement c'est compliqué, il y a peut-être des allers-retours. Enfin, globalement, c'est quand même les sapiens qui rentrent de plus en plus dans le monde des Néandertaliens et qui vont les éliminer. Enfin, les éliminer. Alors, si on est gentil, on dit oui, non, ils se sont aimés, ils se sont mélangés, voilà, etc. Après, bon, on peut avoir une vision un peu plus pessimiste des choses, mais enfin, la réalité, c'est qu'il n'y a plus de Néandertaliens, que on a, je vous ai dit, 2% d'ADN néandertalien dans notre génome. Et ce sur quoi j'ai peut-être pas assez insisté, c'est que il faut bien se rendre compte que quand on dit 2% d'ADN, alors déjà 2%, je sais pas, prenez un bol de café et mettez 2% de lait dedans. Je ne sais pas si vous arriverez à savoir si vous avez mis 2% ou pas finalement. Ça continuera à ressembler furieusement à du café. Bon. Donc 2%, il y a des gens qui disent « Oh, c'est énorme, c'est extraordinaire ». Et il y a des gens qui disent « 2%, c'est 2%. » Donc il y a ça. Mais surtout, ce qu'il faut bien se rendre compte, et ça, je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on n'explique pas assez, c'est que dans notre ADN en général, les gens assez facilement confondent gènes et ADN. On parle des gènes, les gènes de l'homme de Néandertal, les gènes. Il faut bien se rendre compte que des gènes qui codent des protéines, c'est ça les gènes, ça représente 1,5% de notre génome. 1,5%. Et tout le reste, ça ne code pas des gènes. Enfin, ça ne code pas des protéines. C'est de l'ADN, soit qui régule le fonctionnement des vrais gènes, si je peux dire, soit de l'ADN dont on ne sait pas trop à quoi il sert, et probablement il y a aussi une partie d'ADN qui, en tout cas pour l'instant, ne sert pas à grand-chose. Une espèce de copies, de photocopies ratées qui sont dans un coin. D'accord ? Alors, le problème, c'est que quand on dit 2% d'ADN néandertalien, on ne dit pas est-ce que c'est 2% que de trucs super importants qui codent des gènes, qui codent des protéines, ou est-ce que c'est du junk? D'accord? Et on peut faire une autre comparaison, plutôt que de prendre un pourcentage. On a à peu près de l'ordre de 20 000 gènes qui codent des protéines, ces fameux 1,5% qui codent en gros des recettes de cuisine pour fabriquer des protéines. Quand on essaie de trouver des gènes dont on sait que en tout cas des variants de gènes, dont on sait qu'ils sont certainement d'origine néandertalienne,
et qui ont été positivement sélectionnés dans des populations actuelles. On parle de 2 douzaines. Donc 2 douzaines sur 20 000. Hein. Donc ce n'est pas 2%, c'est presque pas. Et en fait, la raison pour laquelle on a de l'ADN néandertalien dans notre génome, ça peut être soit parce que ça apporte un bénéfice, et donc là, il va y avoir une fixation par la sélection naturelle parce qu'il y a un avantage, par exemple un avantage immunitaire, d'accord ? Donc là, c'est là, et c'est important que ça soit là. Mais il y a aussi le cas de figure où c'est de l'ADN qui a strictement aucune importance, qui est neutre. Et donc là, il va être ni favorisé, ni éliminé par la sélection naturelle. Il va traîner là, comme une tache sur un vêtement, parce que, voilà, il y a des années de ça, vous êtes balancé du ketchup dessus et vous avez une tache rouge sur votre t-shirt. Alors elle est plus rouge, elle est presque invisible, mais elle est toujours là. Et donc il y a probablement une bonne partie des 2%, c'est ça. Et donc, c'est peut-être une réponse un peu pessimiste pour clore cette conférence, mais que reste-t-il de Néandertal en nous ? Personnellement, je serais tenté de dire pas grand-chose. Et je pense qu'évidemment, surtout mes collègues, j'espère que je ne suis pas enregistré, surtout mes collègues qui travaillent sur ces sujets-là, ils ont tendance je pense, à surjouer un peu l'importance de cette introgression. Et puis en plus, c'est un truc, tout le monde adore ça. D'abord, le sexe est toujours intéressant. Donc, quand on vous raconte des histoires de néandertaliens, de femmes modernes, ou le contraire, ou je ne sais pas quoi, donc voilà, disons, ça allume l'imagination. Assez facilement, on s'imagine des histoires, d'ailleurs, probablement. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Un jour, j'ai fait un cours à des étudiants allemands, des étudiants, des gens de lycée, hein, qui sont venus à l'Institut, puis j'aurais parlé de Néandertal, tout ça, puis parlé des histoires d'hybridation. Et donc il y a une petite lycéenne qui est venue me voir à la fin de mon exposé, qui m'a dit « là, c'est vraiment intéressant ce que nous avez expliqué, etc. » Elle me dit « mais alors, c'est vraiment important ce que vous dites, parce que si il y a cette hybridation entre Néandertaliens et Homo sapiens, elle me dit « mais ça veut dire qu'ils parlaient la même langue ?» Et alors, bon. Non, mais c'est intéressant comme remarque, parce que, je veux dire, on voit ça avec nos yeux d'hommes du XXIe siècle. Alors bon, j'étais un peu désolé de lui dire que on n'était pas obligé de communiquer énormément pour comment dire, s'hybrider, et qu'on n'était même pas forcément d'accord, même. Mais c'est vrai qu'on attend. On a, dans les médias, on a beaucoup joué la love story Néandertal, Sapiens, machin. Moi, je pense que c'est de la foutaise complètement, mais c'est vrai que, voilà. Donc, en réalité, d'abord, je ne crois pas du tout aux romances, une, et deux, enfin, ça a peut-être existé, mais je pense que c'est totalement anecdotique, si ça existait. Non, je ne vais pas le dire. Comment dire ? Mais en fait, concrètement, encore une fois, du point de vue de ce qu'on appelle le phénotype, c'est-à-dire les caractères, vos caractères, je pense que concrètement, ces 2% d'ADN néandertalien comptent quand même très très peu dans votre phénotype. Je pense que ça compte. Voilà. D'ailleurs, on en revient toujours. Les trucs qui ont été sélectionnés et qui ont un rôle, c'est bien, hein, c'est intéressant de les avoir, mais ça tourne énormément autour toujours de deux thématiques. C'est l'immunité, c'est-à-dire les populations arrivent dans une région où il y a des pathogènes contre lesquels elles ne sont pas protégées. Si elles s'hybrident avec des populations qui ont quelque chose dans leur génome qui les protège, ça c'est sûr que ça va être fixé par la sélection naturelle. Et puis après, des histoires
d'environnement. Ouais, c'est-à-dire, c'est souvent des histoires de peau, de cheveux, de trucs comme ça, d'ultraviolet, ce que je vous ai raconté sur l'altitude avec les Denisoviens. En fait aussi, ce qui est important à comprendre, c'est que je vous ai dit, il y a des gènes, des variants de gènes que tous les hommes actuels ont et qui n'existent que chez les hommes modernes et pas chez les Néandertaliens et les Denisoviens. Donc, ils doivent être super importants parce qu'ils se sont répandus vraiment dans toutes les populations de la planète. On n'a pas l'équivalent de gènes introgressés depuis les Néandertaliens ou les Denisoviens qui soient présents partout. C'est toujours du local. C'est toujours lié à des conditions locales. Bon, l'immunité, typiquement, c'est souvent des choses locales. Et puis alors, après, les histoires de climat, de température, voilà, ce qu'on mange, des choses comme ça, c'est souvent ça. Mais honnêtement, entre nous, je pense que c'est relativement mineur. Oui. Bonsoir. Ah, c'est là-haut. Oui. Bonsoir. Depuis tout à l'heure, je me pose la question de la couleur de peau. Parce que habituellement, j'ai l'impression qu'on voit principalement les Néandertaliens, même les premiers Homo sapiens, avec une couleur de peau foncée. Oui, enfin, Néandertal... Bon, alors, attendez. D'abord... Nous, on est complètement décolorés parce qu'on vit... Nous, pas tous. Ça dépend d'où on vit sur la planète. Non, mais je dis nous, vous et moi. Ah oui. D'accord. Surtout parce qu'on vit dans des environnements qui sont des environnements complètement artificialisés. On n'est jamais vraiment exposé au soleil, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que des paysans... du 19e siècle qui vivaient en Europe, ils étaient autrement plus, j'allais dire, pigmentés que nous. D'ailleurs, c'était une des grandes... tout le monde a lu ça, hein, les canons de la beauté féminine qui mettaient l'accent sur la blancheur de la peau, c'était en grande partie pour se différencier justement des paysannes qui étaient dans les champs et qui, elles, n'étaient pas si blanches. Alors maintenant, les Néandertaliens... il y a quelques papiers là-dessus. On n'a pas vraiment d'argument pour les imaginer plus foncés que les Européens actuels. Hein. Et il n'y a pas vraiment de raison, je dirais, logique d'imaginer ça. Par contre, ce qu'on sait maintenant, c'est que les sapiens qui viennent d'Afrique et qui vont remplacer les Néandertaliens, alors eux, c'est des Africains, hein, donc eux, ils sont noirs. Hein. Et d'ailleurs, ils vont rester, disons, foncés très longtemps. C'est-à-dire que jusqu'à la fin des temps paléolithiques, probablement, parce qu'on a des génomes de gens d'une période qu'on appelle le Mésolithique, qui est vraiment la charnière entre le monde des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique supérieur et puis les agriculteurs du Néolithique. Donc on en a plusieurs, en Espagne, au Luxembourg, etc. Et ces gars-là, ils ont tous, ce que nous dit leur génome, c'est qu'ils ont tous quand même une pigmentation assez foncée. Ils ont des yeux clairs et une peau foncée. Donc ça a perduré très longtemps. Et d'ailleurs, on pense que vous savez, la pigmentation de la peau, c'est quelque chose qui est en grande partie lié au fait que quand on vit dans des latitudes où il y a peu de soleil, on a un problème de déficit en vitamine D. Et donc, disons, une des adaptations, c'est d'avoir la peau la plus transparente possible pour synthétiser plus de vitamine D. Donc on a longtemps cru que, sitôt que les gens venaient vivre, je sais pas où, en Allemagne ou en Hollande, leur peau éclaircissait parce que c'était important pour eux. Alors maintenant, on se rend compte que non. Apparemment, mais mon chasseur mésolithique du Luxembourg, le Luxembourg, c'est quand même pas la Riviera, hein. Il y a 8000 ans, un peu moins de 8000 ans, ce gars-là, il avait encore la peau foncée. Alors, on pense de plus en plus que
ce qui a accéléré l'éclaircissement de la peau dans en Europe, c'est aussi l'alimentation. C'est-à-dire que si on manque de vitamine D pour des raisons liées à l'insolation, mais qu'on mange, je sais pas quoi, du foie de renne toute la journée, ou je sais pas quoi, des poissons gras, des choses comme ça, on arrive à compenser ça. Mais que quand les hommes sont passés à une alimentation qui était fondée pratiquement uniquement sur des céréales, là, il y a un appauvrissement terrible en toutes sortes de nutriments. Et là, c'est devenu beaucoup plus... La pression de sélection sur des peaux plus claires est devenue beaucoup plus importante. D'accord. Ok, merci. Mais enfin, bon, je sais que ce n'est pas encore complètement rentré dans les mœurs, si je peux dire, mais les gens qui ont peint Chauvet ou qui ont peint même Lascaux étaient probablement des gens assez foncés de peau. Hein. Donc Cro-Magnon, c'est pas un grand blond aux yeux bleus. Voilà. Ah ben, vous savez, les couleurs, les pigmentations de peau à la surface de la Terre, c'est pas compliqué. Vous prenez une carte des ultraviolets qui arrivent au sol, et vous prenez la carte parce qu'on a fait des cartes de pigmentation de la peau, c'est la même carte. En gros, bon, il y a des petites différences locales parce que quand les gens bougent d'une région à une autre, ça ne change pas comme ça, il faut pas mal de temps, mais c'est quand même très très lié à l'insolation. Hein. Donc quand vous vivez dans des régions très ensoleillées, vous pouvez garder votre peau foncée, qui est probablement le caractère originel, si je peux dire. Par contre, voilà, dès que vous allez vous balader dans des latitudes beaucoup moins ensoleillées, là, inexorablement, avec le temps, vous allez évoluer vers des... Ils ont quand même eu des périodes où ils vivaient dans des climats très froids. Moi, c'est pas pour ça que c'était pas ensoleillé, mais il n'y a pas eu que des périodes très chaudes. Ah non, mais c'est pas une question de chaleur, c'est une question d'ensoleillement. Ouais. Ok, je crois que merci Annie, désolé. Je crois qu'on va arrêter là. D'abord, pour que vous n'entriez pas trop tard à Paris. J'avoue que ça fait pas très longtemps que je m'intéresse de près ou de relativement près à la paléanthropologie, mais je trouve vraiment que c'est une science passionnante à la fois pour son objet et par ses méthodes. Et Eric parlait de toutes les méthodes que vous employez qui nécessitent des apprentissages quand même relativement importants à chaque fois qu'on change. Et c'est vraiment en effet très très impressionnant de l'ensemble des disciplines que vous êtes plus ou moins obligé d'absorber. Pour le séquenceur, c'est peut-être pas très grave, mais il faut quand même savoir ensuite regarder les arbres généalogiques, et c'est pas si évident. Les algorithmes qui les font sont assez complexes, etc. Et je trouve ça vraiment extrêmement fascinant. Cela dit, la formation par la recherche probablement donne des méthodes pour apprendre et d'être capable de changer un petit peu de discipline et d'en absorber d'autres. Puis c'est aussi passionnant parce que en fait, on est la seule espèce Homo qui survive. C'est compliqué, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de genres comme ça avec une telle prédominance, et j'espère surtout qu'on ne fera pas subir aux autres espèces le sort qu'on a fait subir ou qu'ont subi nos cousins néandertals. Donc je vous remercie infiniment d'être venus, plus loin que vous ne pensiez, mais vous êtes arrivés en fait en avance. Vous avez accepté immédiatement notre invitation, enfin mon invitation quand j'étais venu vous voir. Et à chaque fois je le fais, mais je remercie le Collège de France parce qu'on a invité plusieurs professeurs au Collège de France et ils ont toujours accepté la première fois et ça n'a été aucun problème pour trouver des dates. Votre conférence était passionnante et j'espère qu'elle nous fera bien réfléchir sur nos origines et qu'elle éclairera notre présent.
Donc je voudrais remercier le public également. À chaque fois, je suis toujours touché de voir qu'il y a tant de monde, de voir. Alors je suis désolé, mais avec les masques, il y a 90% des gens que je connais que je ne reconnais pas. Donc si je ne vous dis pas bonjour ou j'ai un air un peu bizarre en vous disant bonjour, je vous prie de ne pas vous en offusquer. Mais merci beaucoup d'être venu. La prochaine conférence aura lieu le 3 décembre et elle parlera de nutrition. Le titre, c'est « Comment nourrir tout le monde sans détruire la planète ». Et puis, je vous rappelle, après, on aura une conférence sur le cerveau par Albert Moukébert. Ensuite, on aura une autre paléoanthropologue, mais qui a une spécialité extrêmement différente de la vôtre, puisqu'elle étudie les pollens. C'est Raymond Bonnefille, qui avait participé à l'expédition qui a permis la découverte de Lucie, et après Marc Fontcalfe, qui est aussi professeur au Collège de France, et qui viendra vous parler d'environnement, de réchauffement climatique et d'énergie. Puis je voulais remercier aussi, comme d'habitude, mais vraiment c'est du fond du cœur, c'est la bibliothèque qui, en fait, en gros, s'occupe de tout. J'ai qu'à juste parler sur la scène. Donc Gwenaëlle, la directrice, qui est venue vous voir, Grégory, Elsa, Jérémy, Isabelle. Je dois en oublier, mais j'englobe tout le monde. Et puis le théâtre qui nous accueille, et puis qui, avec ici ce soir Jonathan et Sandrine, merci, qui sont occupés de la vidéo, des micros, tout ça, ça marche toujours très bien, c'est parfaitement huilé. Et puis la librairie Les Échappés, si vous voulez acheter des livres. Et je pense que M. Hublin restera encore quelques minutes pour les dédicacer. Donc merci, bonne soirée, je vous souhaite une bonne dédicace et un bon retour.